Bienvenue. À partir du 1er janvier 2026, quelque chose de fondamental va changer pour les artisans boulangers en France. On ne parle pas d'une nouvelle recette, pas d'une nouvelle taxe, mais du cœur même de leur outil de production. L'électricité. La facture va changer. Et avec elle, toute la manière de gérer son entreprise. Pour y voir plus clair, on se penche aujourd'hui sur une analyse très pointue de Lionel Broyard. C'est un consultant qui connaît vraiment ce milieu sur le bout des doigts. Notre mission, décrypter ce grand basculement. Et surtout, voir comment un patron artisan peut passer d'une gestion un peu au doigt mouillé à un véritable pilote qui maîtrise sa rentabilité. Alors commençons par le début. Un système disparaît, un autre arrive. Le mot qu'on entendait partout, c'était l'ARENCH. Concrètement, c'était quoi et pourquoi sa disparition est un si grand événement? Alors, l'AREN, il faut imaginer ça comme une sorte de filet de sécurité du marché de l'électricité en France. Le nom complet, c'est accès régulé à l'électricité nucléaire historique, mais bon, l'idée, c'est qu'EDF était obligé de vendre une partie de son électricité nucléaire à ses concurrents, Ah, d'accord. et à un prix fixe, un prix bloqué à 42 € le mégawattheure. Ça n'a pas bougé pendant plus de 10 ans. Donc pour un fournisseur alternatif, c'était une garantie en fait. Il savait qu'il pouvait acheter une partie de son énergie à un prix connu, stable. Exactement, c'était un socle de stabilité, et c'est ça qu'il pouvait répercuter sur ses clients, comme les artisans. D'accord. Mais voilà, au 31 décembre 2025, c'est terminé. Ce filet de sécurité, on l'enlève. Et donc à partir de 2026? À partir de 2026, tous les fournisseurs, sans exception, devront acheter 100% de leur électricité sur les marchés de gros. Et les marchés, par définition, ils sont volatiles. Et les prix peuvent flamber en quelques semaines. Ce qui veut dire que l'artisan, lui, il est en première ligne. Il est exposé directement à ces humeurs du marché. C'est exactement ça. Il n'y a plus cet amortisseur. Et pour remplacer ça, on nous parle d'un nouveau venu, le VNU. Est-ce que c'est une sorte de nouvelle arène? Alors c'est là que réside le plus grand malentendu. Et c'est un point vraiment crucial de l'analyse. Ah bon? Le VNU, pour versement nucléaire universel, n'a absolument rien à voir avec un prix garanti. Il ne faut surtout pas le voir comme un remplaçant. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mécanisme de taxation. C'est l'État qui a décidé que si les prix du marché s'envolent et que DF fait, disons, des super revenus avec son nucléaire, Oui. eh bien l'État viendra prélever une partie de cet argent. Ah, d'accord. Pour donner les chiffres de la source, si le prix du marché dépasse 78 € le mégawatt, l'État prend 50% des revenus d'EDF, et si ça grimpe au-delà de 110 €, le prélèvement monte même à 90%. L'État récupère de l'argent et après, il en fait quoi? Après, en théorie, cet argent sera redistribué à tout le monde, y compris les artisans. Ce sera un petit crédit sur la facture. Ouais. Mais attention, c'est ça le point clé. La redistribution, elle arrivera bien après la bataille, a posteriori. Ce n'est pas un prix de base sur lequel on peut construire un budget, quoi. Voilà. Pour un patron qui gère sa boîte au jour le jour, la conclusion de l'analyse est sans appel. Il faut faire comme si le VNU n'existait pas. C'est un bonus potentiel, lointain, incertain. Pas un bouclier. Le message est très clair. Le bouclier national disparaît. La protection, du coup, elle doit venir d'ailleurs. Concrètement, pour le patron dans son fournil, ça veut dire quoi? Que l'énergie devient son problème personnel. C'est tout à fait ça. La protection devient individuelle, elle est décentralisée. Elle repose désormais entièrement sur les épaules de l'artisan. Et donc sur les choix qu'il va faire? Précisément. Et plus spécifiquement sur les choix qu'il fera en signant son contrat d'électricité. Chaque clause, chaque ligne de ce contrat devient un levier. On parle de quoi là? De choisir entre un prix fixe ou un prix variable? C'est bien plus que ça. Bien sûr, il y a ce choix tarifaire, prix fixe pour la visibilité, prix indexé pour potentiellement profiter des baisses, mais c'est risqué. Oui. Mais il faut aussi regarder la durée d'engagement, les conditions de sortie et surtout, un point technique mais fondamental, la puissance souscrite. Ah, la fameuse puissance souscrite. Oui, si elle est mal calibrée par rapport aux besoins réels du fournil, un mauvais réglage sur ce seul point peut faire exploser une facture, même avec un bon prix du kilowattheure. Ce qui est frappant dans ce que vous décrivez, c'est qu'on sort complètement du schéma «je paie ma facture», on entre dans une gestion beaucoup plus fine. L'analyse de Lionel Broyard insiste beaucoup sur ce changement de mentalité. Il faut arrêter de voir l'énergie comme une simple charge. Comme le loyer ou le téléphone. C'est ça. Il faut la voir comme un coût de process. C'est un coût qui est directement lié à la fabrication de chaque produit. Le four, la chambre froide, le batteur, tout ça, c'est de l'énergie qui se transforme en produit fini. Donc une hausse d'énergie qu'on gère mal, ce n'est pas juste une facture plus salée. Ça attaque directement la marge de chaque croissant, de chaque baguette.
Précisément, c'est le cœur du problème. La vraie bataille, elle est là, c'est celle de la marge. Face à une hausse, si l'artisan ne fait rien, sa marge fond. S'il augmente ses prix brutalement pour compenser, il risque de perdre des clients. Dans les deux cas, s'il subit, il perd. La seule issue, c'est de passer d'une posture passive à une gestion active. Prévisionnel. Voilà. Il doit anticiper. Heureusement, l'analyse ne se contente pas de ce constat un peu anxiogène. Elle propose un plan d'action très concret. La première étape, logiquement, c'est de s'attaquer à ce fameux contrat. Comment on fait pour ne pas se faire avoir? Le premier réflexe, avant même d'appeler un fournisseur, c'est de faire un peu d'introspection. Il faut se connaître soi-même. Cartographier son profil de consommation. C'est-à-dire? On rassemble ses vieilles factures et on regarde. Combien de kilowattheures je consomme en janvier, pendant la galette, et combien en août. C'est quoi mon pic de consommation dans la journée? Pour un chocolatier, le point critique, ce sera la conso des frigos en plein été. Avoir cette vision claire, c'est arriver armé pour la négociation. D'accord. Et une fois qu'on a fait ce travail de détective, l'analyse propose une sorte de checklist. 5 questions incontournables à poser à un fournisseur. La première, c'est bien sûr la nature du prix. Fixe, indexé ou un mix. Et si c'est indexé, sur quel indice exactement? Parce qu'ils ne se valent pas tous. Absolument. La deuxième question, c'est une sécurité. Est-ce qu'il y a un cap, un prix plafond dans le contrat? C'est une sorte d'assurance vie en cas de flambée des marchés. Ça peut coûter un peu plus cher, j'imagine? Oui, mais ça évite la crise cardiaque. Troisième point, très malin, demander la décomposition du prix. Quelle est la part de l'énergie pure, du transport, des taxes? Ça permet de comparer ce qui est comparable. Exactement. Quatrième question, les conditions de sortie. Si on veut changer, si on vend son affaire, que se passe-t-il? Quelles sont les pénalités? Il faut toujours penser à la sortie. Et la cinquième, c'est le piège dont vous parliez. Oui. Quelles sont les pénalités en cas de dépassement de la puissance souscrite? C'est ça. On peut avoir un prix du kilowattheure très attractif, mais si on dépasse sa puissance une seule fois dans le mois, les pénalités peuvent tout annuler. C'est un grand classique. Le fournisseur met en avant un prix au kilowattheure très bas, mais se rattrape sur les pénalités ou sur un abonnement surdimensionné par confort. Il ne faut jamais confondre le prix d'appel et la facture finale. Bon, le contrat, c'est le premier pilier. Mais j'imagine que même avec le meilleur contrat du monde, si on gaspille, on perd de l'argent. La deuxième étape, c'est donc de s'attaquer à la consommation elle-même. Exactement. Une fois le cadre sécurisé, il faut optimiser ce qui se passe à l'intérieur. Et là, il ne s'agit pas de produire moins ou de baisser la qualité. C'est travailler plus intelligemment. En s'appuyant sur quoi? La source s'appuie sur le guide de sobriété de la filière. C'est plein de bon sens. Il y a une hiérarchie claire. Le poste numéro 1, c'est la cuisson. C'est là qu'on peut faire les plus grands gains. Ensuite vient le froid. Et concrètement, pour la cuisson, ça ressemble à quoi? Ce sont des gestes simples, mais qui, cumulés, font une énorme différence. Par exemple, regrouper les cuissons. Pour que le four soit toujours plein? Voilà. Un four qui tourne à plein est infiniment plus efficace qu'un four à moitié vide qui chauffe de l'air. C'est le même principe que le lave-vaisselle à la maison. C'est du bon sens, mais on oublie peut-être de l'appliquer à son outil de travail. C'est tout à fait ça. Un autre exemple, chasser les pertes de chaleur. Chaque fois qu'on ouvre la porte du four, c'est de la température qui s'échappe. Et que le four doit recréer en consommant. Exactement. Donc limiter les ouvertures, vérifier les joints. Pareil pour le préchauffage, le lancer juste à temps, pas 1 heure à l'avance. Pour le froid, la logique est la même. Dépoussiérer les condenseurs derrière les frigos, c'est un geste de 5 minutes qui peut améliorer le rendement de 10%. Éloigner les frigos des sources de chaleur. Un frigo à côté d'un four, c'est une aberration énergétique. Ok, donc on a sécurisé le contrat, on a optimisé la conso au quotidien. Mais l'analyse va encore plus loin, elle propose d'intégrer l'énergie au cœur de la stratégie de l'entreprise. Ça devient presque un autre métier, non? C'est un changement de casquette. L'artisan doit ajouter la casquette de gestionnaire d'énergie à toutes celles qu'il a déjà. L'idée, c'est de créer un tableau de bord. Très simple. Mais attendez, sur le papier, c'est parfait. Mais soyons honnêtes, un artisan qui est debout depuis 4 heures du matin, les mains dans la farine, il a vraiment le temps et l'énergie pour ça à Carwood. Pour remplir un tableau de bord? C'est une excellente question, et l'analyse y répond. L'idée, ce n'est pas de créer une usine à gaz administrative. Il s'agit de suivre 3 chiffres, 3 seulement. Lesquels? Le premier, combien d'euros d'énergie je dépense pour générer 100 euros de chiffre d'affaires? C'est le ratio d'efficacité. Le deuxième,
Encore plus précis, le coût minute de la cuisson. Combien de kilowattheures mon four consomme par heure? Si ce chiffre dérive, il y a un problème. Et le troisième, c'est simplement l'écart par rapport au budget qu'on s'est fixé. Ça prend 10 minutes par semaine, mais ça donne un contrôle total. Et la finalité de tout ça, c'est de pouvoir prendre des décisions éclairées. Exactement. Et l'analyse donne un exemple de calcul qui illustre parfaitement ce pouvoir. Je vous écoute. Imaginez, votre facture d'électricité augmente de 1 200 € sur un mois. C'est un chiffre qui fait peur, qui angoisse. Pendant ce même mois, vous avez vendu, disons, 24 000 pièces, tout produit confondu. D'accord. Si on fait le calcul, 1 200 € divisé par 24 000 pièces, on obtient un impact de 5 centimes par produit vendu. Attendez, c'est fascinant. Une hausse de charge qui semble énorme, presque insurmontable, se résume en fait à une décision de gestion de 5 centimes par produit. Ça change tout. Ça change complètement la perspective. On passe de la panique à une équation qu'on peut résoudre. Voilà, l'artisan reprend le contrôle. Et face à ces 5 centimes, plusieurs stratégies sont possibles. Option 1, on augmente tout de 5 centimes. Option 2, plus fine, on n'augmente pas la baguette, produit d'appel, mais on augmente de 15 centimes les viennoiseries qui sont plus énergivores. Et où la marge est peut-être différente? Bien sûr. Et option 3, on n'augmente rien. Mais on se met au défi de trouver une optimisation dans le processus pour absorber ce surcoût. Ce n'est plus une fatalité qu'on subit, c'est un choix de gestion qu'on assume. Alors, si on devait résumer l'essentiel pour un artisan qui nous écoute et qui voit cette date du 1er janvier 2026 arriver, que faut-il vraiment retenir? Le message principal, c'est que 2026 est une rupture. Le filet de sécurité de l'araigne disparaît. Et il est vital de comprendre que le VNU n'en est pas un. Il ne protège de rien au quotidien. D'accord. La rentabilité d'une boulangerie dépendra donc beaucoup plus des actions de son patron que d'un mécanisme national. On passe donc d'une gestion où l'on subissait la facture à une gestion où l'on pilote l'énergie, comme une matière première finalement. C'est exactement ça. Négocier son contrat, piloter sa conso, intégrer l'énergie dans ses calculs de coût de revient, tout ça devient une compétence managériale aussi importante que la maîtrise du levain. C'est une montée en compétence qui est indispensable. Toute l'analyse est très axée sur la manière de se défendre, de parer le coup. C'est une stratégie de résilience. Oui, mais on pourrait se poser une dernière question pour aller plus loin. Laquelle? Et si cette nouvelle volatilité du marché n'était pas seulement une menace, mais aussi une opportunité? C'est-à-dire? Ses coûts énergétiques. Il aurait un contrat intelligent, une conso optimisée, des indicateurs. En période de forte tension sur les marchés, quand ses concurrents moins préparés seront obligés d'augmenter leurs prix de manière désordonnée, Lui, il pourrait peut-être tenir ses prix. ou du moins offrir une stabilité que ses clients apprécieront. Cette maîtrise des coûts, qui semble être une pure stratégie de défense, pourrait alors devenir un véritable avantage concurrentiel. Une façon de se différencier et de fidéliser sa clientèle. Non plus seulement sur la qualité de son pain, mais aussi sur l'intelligence de sa gestion.